La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, donne une courte visite à Taïwan entre le 2 et le 3 août. Ce voyage fait monter les tensions entre les États-Unis et la Chine à un niveau historique, Pékin menaçant de prendre des mesures. Les États-Unis et le Japon s'engagent à renforcer leur coopération dans quelques secteurs clés. Cette coopération vise à renforcer leurs moyens pour contrer le Parti communiste. Des fonctionnaires australiens accusent en partie la Chine d'être responsable de l'inflation dans le pays. Ils font référence à la politique de Pékin sur le Covid-19. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Au moment du tournage de cet épisode, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, était en route vers Taïwan. À l'heure où vous regardez cet épisode, la situation a sans doute évolué. Nous diffusons ce sujet pour vous donner un aperçu du contexte et nous reviendrons sur cette actualité dans les jours qui vont suivre. Voici la suite. Cette visite intervient alors que les tensions dans la région atteignent un niveau historique et que Pékin promet de prendre des mesures si Pelosi se rend sur l'île. Le régime chinois revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, même s'il n'a jamais gouverné l'île. Et il n'a pas exclu d'essayer de la prendre par la force. Mais la loi américaine exige que Washington fasse en sorte que l'île autonome soit capable de se défendre. Pelosi serait le fonctionnaire le plus haut placé à visiter l'île depuis 25 ans. Des médias américains et asiatiques ont cité des sources indiquant que l'armée américaine travaille 24 heures sur 24 pour surveiller les actions chinoises et assurer la sécurité de Pelosi. Cela inclut le déplacement des porte-avions et des avions plus proches de Taïwan. Lundi, le régime chinois a menacé de prendre des mesures. Nous voudrions dire une fois de plus aux États-Unis que la Chine se tient prête et que l'armée populaire de libération chinoise ne restera jamais les bras croisés. Que la Chine amènera des réponses résolues et des contre-mesures fortes. Quant à savoir quelles mesures, si elle ose y aller, alors attendons de voir. Le régime a également publié une vidéo. Dans celle-ci, les forces chinoises semblent lancer un missile balistique qui ressemble à une arme hypersonique DF-17. Le côté américain a réagi. Il est clair que nous voulons nous assurer que lorsqu'elle voyage à l'étranger, elle puisse le faire en toute sécurité. Nous allons nous en assurer. Il n'y a aucune raison à la rhétorique chinoise. Il n'y a aucune raison pour que des mesures soient prises. Il n'est pas rare que des leaders du Congrès se rendent à Taïwan. C'est tout à fait conforme à notre politique. C'est conforme à notre soutien à Taïwan dans le cadre de la loi sur les relations avec Taïwan. En tant que pays, nous ne devrions pas nous laisser intimider par cette rhétorique ou ces actions potentielles. C'est un voyage important pour la présidente du Parlement et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la soutenir. À Taïwan, le Premier ministre de l'île a déclaré que son gouvernement accueillait chaleureusement les visites d'invités étrangers. Il n'a toutefois pas mentionné directement la visite potentielle de Pelosi. Nous prendrons les dispositions nécessaires pour faciliter toute visite d'invités étrangers. Bien sûr, nous respectons leur planification en ce qui concerne le moment et la durée, et ainsi de suite. Madame Pelosi, prévoyez-vous de visiter Taïwan lors de votre voyage? Pelosi a déjà rencontré de hauts responsables singapouriens lundi. Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré dans un communiqué qu'il saluait l'engagement fort des États-Unis dans la région. Son Premier ministre a souligné l'importance de relations stables entre les États-Unis et la Chine pour maintenir la paix. La Chine penche pour le principe de la logique de la force brute au détriment de l'état de droit. C'est ainsi que le ministre japonais des Affaires étrangères a décrit le comportement du régime communiste dans la région Indo-Pacifique. Voici la suite. Lors d'une visite à Washington vendredi dernier, le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a tiré la sonnette d'alarme sur le comportement de la Chine dans la région Indo-Pacifique. La logique de la force brute gagne du terrain sur l'état de droit et l'équilibre stratégique dans la région est de plus en plus compliqué pour le Japon et les États-Unis. Hayashi a souligné que l'Indo-Pacifique concerne plus de la moitié de la population mondiale et représente près de 60% du PIB mondial, la qualifiant de moteur de croissance du monde, une région pleine de potentiel. Le ministre japonais a également évoqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a déclaré qu'il était essentiel que l'invasion soit considérée comme un échec patent, sinon d'autres pays suivraient l'exemple et tenteraient de changer le statu quo par la force. Ce qui se passe en Ukraine ne doit jamais être autorisé, où que ce soit dans le monde, et notamment dans la région Indo-Pacifique. Nous devons tous tirer les leçons de la situation actuelle en Europe.
Ceci en référence apparente à la tension croissante entre la Chine et Taïwan alors que l'île fait face à une possible invasion de Pékin. Hayashi a largement évité de mentionner la Chine par son nom, mais il a déclaré qu'il était essentiel de maintenir un dialogue franc avec Pékin. Il a également noté que la coopération avec le régime chinois est nécessaire dans certains domaines, comme la question de la Corée du Nord. L'ambassadeur des États-Unis au Japon a désigné quelques domaines comme étant essentiels à la coopération américano-japonaise. Il s'agit des semi-conducteurs, des batteries et de l'énergie. Les deux pays renforcent leurs liens pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement et contrer la Chine. L'ambassadeur, Rahm Emanuel, a déclaré qu'une entreprise américaine envisageait un investissement majeur dans les semi-conducteurs au Japon. Il a toutefois refusé de donner des détails. Il a déclaré que la diplomatie commerciale est un élément majeur de la collaboration et de la coordination économique entre les États-Unis et le Japon. Le Japon a annoncé qu'il allait fournir jusqu'à 700 millions de dollars pour aider les entreprises américaines à augmenter la production de puces mémoire dans une usine japonaise. Des entreprises américaines comme Western Digital Corp et son partenaire Kyosha Holdings devraient bénéficier de cet accord. Selon l'ambassadeur, cette coopération intervient alors que la Chine utilise sa puissance économique pour faire pression sur d'autres pays. Il a également déclaré, je cite, « S'ils n'aiment pas ce que vous dites sur le plan politique, ils vous mettent la pression sur le plan économique. » L'ambassadeur a cité l'expérience passée du Japon à l'appui de ses propos. En 2010, le Japon et la Chine sont entrés en conflit suite à un incident de collision de bateaux. Pékin a ensuite imposé une interdiction des terres rares contre le Japon avant de la lever environ un mois plus tard. Les autorités australiennes rejettent une partie de la responsabilité de l'inflation sur le premier partenaire commercial du pays, la Chine. Le trésorier du pays affirme que les politiques de Pékin en matière de pandémie sont un facteur hors du contrôle de l'Australie. Voici la suite. Un responsable australien affirme que les politiques de la Chine concernant le Covid-19 contribuent à l'inflation australienne. Aujourd'hui, la Chine est notre plus grand partenaire commercial, et de loin. Ce qui se passe dans l'économie intérieure chinoise a un lien direct avec notre activité, nos revenus et notre prospérité au niveau national. Les mesures strictes de confinement prises par la Chine contre le Covid ont eu un impact substantiel sur leur rendement et ont rendu les perturbations existantes de la chaîne d'approvisionnement encore plus graves. Jeudi, le trésorier Jim Chalmers a souligné la détérioration des perspectives économiques de l'Australie dans des remarques au Parlement. Il a averti que le taux d'inflation du pays atteindrait un pic de près de 8% d'ici la fin de l'année. On s'attend à ce que l'inflation s'aggrave cette année, se modère l'année prochaine et se normalise l'année suivante. Nous n'avons pas encore atteint le pic, mais nous pouvons le voir d'ici. Il a souligné que certains des facteurs qui influent sur l'inflation échappent au contrôle de l'Australie, notamment les politiques de la Chine en matière de Covid-19. Cela compromet la sécurité énergétique et alimentaire et fait grimper les prix mondiaux de façon spectaculaire, et tout cela exerce une pression sur notre économie et notre budget. La déclaration de Chalmers est intervenue après la publication de nouveaux chiffres montrant que l'inflation au mois de juin de cette année a augmenté de 1% depuis mars. Sur le secteur de l'immobilier en Chine maintenant, un rapport indique que Pékin va émettre 1 billion de yuan de prêts pour aider les promoteurs immobiliers. C'est l'équivalent de près de 145 milliards d'euros. L'immobilier était autrefois un pilier clé de la croissance financière de la Chine, mais il est passé d'une crise à l'autre, surtout l'année dernière. L'un des problèmes les plus urgents concerne les projets de construction résidentielle que les promoteurs ont vendus, mais qu'ils n'ont jamais achevés. De plus en plus d'acheteurs de maisons en Chine menacent de ne plus payer leur hypothèque sur ces projets inachevés. Ce chiffre augmente si vite que les autorités ont cessé de le mettre à jour en ligne. Le boycott des hypothèques incite également de nombreux promoteurs à court d'argent à réorganiser leurs activités. Ils ont longtemps compté sur les préventes d'appartements qui ne se vendent pas si les consommateurs ne sont pas convaincus que les unités seront construites. La situation a mis la pression sur Pékin qui tente d'agir rapidement et de réprimer toute agitation sociale. Dans son reportage, le Financial Times cite des internes qui affirment que la Banque populaire de Chine va émettre environ 200 milliards de yuan, soit environ 29 milliards d'euros de prêts à faible taux d'intérêt. Ces prêts seront accordés à des banques commerciales soutenues par l'État. Le Conseil d'État chinois a récemment approuvé le plan, autorisant les banques à utiliser les prêts ainsi que leurs propres fonds pour refinancer des projets immobiliers en suspens. Mais des promoteurs immobiliers et des analystes affirment que même 1 billion de yuan de nouveaux financements ne suffiront pas à résoudre la dette du secteur. D'une part, China Evergrande Group a à lui seul plus de 290 milliards d'euros de dette.
Selon les analystes, les promoteurs privés chinois représentent environ 70% du marché. Et au moins la moitié d'entre eux ont rencontré des problèmes de liquidité. Le boycott des prêts hypothécaires a également frappé les valeurs bancaires. Aujourd'hui, les acheteurs de maisons et les investisseurs se tiennent à l'écart. Les données officielles montrent qu'au cours du premier semestre de l'année, les investissements immobiliers en Chine ont chuté de plus de 5% par rapport à l'année précédente, alors que les ventes de propriétés ont chuté de plus de 20%. Le taux de lancement de nouveaux projets de construction a également chuté de plus de 34%. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.